Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Oui, c'est une revue tout à fait à part dans le paysage de la presse française. 21 en chiffres romains, sous-titré à sa sortie, l'information grand format. Après 12 ans d'existence, ce trimestriel fait sa mue en sortant demain, vendredi, une nouvelle formule. Et c'est notre info média du jour, vous l'avez dit Céline. En 2008, lorsque 21 a débarqué, c'était une mini-révolution. La revue est épaisse comme un annuaire téléphonique. Dans un petit département quand même, les articles sont des récits longs, très longs. Il n'y a pas de publicité et cerise sur le gâteau. La revue est volontairement absente des kiosques, mais distribuée dans les librairies pour 15 €, presque le prix d'un livre. Il faut dire que 21 est une revue pionnière qui a inventé un nouveau genre, le MOOC, contraction des mots magazine et book. Cela a inspiré de nombreux concurrents comme Feuilleton, Zadig, America, L'Éléphant, Oui Demain, Uzbek, Erika. Ils n'ont pas tous survécu. Je reçois maintenant pour en parler Léna Mogé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des 2 rédactrices en chef de 21 avec Marion Quillard. Vous êtes à 36 ans, un bébé 21, puisque vous faisiez partie de la revue à sa naissance. Mais vous êtes également une maman 21, puisque vous avez supervisé et planché sur ce relooking. Pourquoi était-il urgent de changer? Est-ce que vous avez fait comme fait tout le temps la presse, et on les comprend, changer pour changer? Alors, il y avait vraiment aucune urgence, mais il y avait une envie, parce que comme vous l'avez dit, nous ça fait presque 12 ans qu'on travaille pour ces revues, et quand on travaille dans une revue depuis 12 ans, on s'use. Une revue, c'est un être vivant et on a envie de se réinventer. On est dans un écosystème où tout change, la série télé se réinvente, la télé se réinvente, la radio se réinvente, et comment tous ces modes d'écriture, on essaye de les traduire dans une revue papier en inventant des nouveaux formats. Quand vous avez démarré, par exemple, l'iPhone n'existait pas. C'est vrai. Voilà, je crois qu'il a 11 ans, si je me souviens bien. Votre nouveau sous-titre est donc la baseline, comme on dit dans les bureaux de marketing, dans l'intimité du siècle. C'est quoi l'intimité du siècle d'ailleurs? Ça veut dire quoi? C'est une très belle formule, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors ça, justement, c'est une nouvelle formule qu'on avait, parce que quand 21 s'est créé il y a 12 ans, ça s'appelait l'information grand format, c'était notre sous-titre. Aujourd'hui, ça, je le grand comprends ce que ça format, voulait dire. il y en a un peu partout. L'intimité du siècle, c'est vraiment l'esprit, l'ADN de 21. À 21, on raconte des histoires incarnées, des histoires sur le terrain. On envoie des reporters, des journalistes, des illustrateurs nous raconter le monde sur 10, 12 pages, et donc essayer de faire ce modeste trait d'union entre l'homme et le siècle. Magnifique. Qu'est-ce qui change concrètement dans la nouvelle formule demain? Qu'est-ce que les gens vont découvrir qu'ils ne connaissaient pas auparavant quand ils lisaient 21? Alors, cet esprit reste. Ouais. Après, 21, ça a toujours été un laboratoire. On a eu envie de rester ce laboratoire en inventant des formes plus variées, en repensant le rapport texte-image, en inventant des nouvelles rubriques, en mettant la photo en majesté. Il y a toujours eu un portfolio dans 21. Là, on l'a mis dans un très beau papier glacé. Et on a aussi tenté dans ce laboratoire d'avoir des formats où on mêle des photos d'archives, de la photographie, de l'illustration. Le début a changé. Le début, qui était un petit peu une sorte de pêle-mêle, c'est plus pareil, ça démarre plus pareil. Justement, pour répondre à ce côté intimité du siècle, on a voulu encore plus qu'avant embarquer le lecteur dans une histoire. Ouais. Et en fait, cette histoire que vous voyez sur la couverture, donc là c'est dans la tête d'un pilote de drone, elle commence dès la première page et pour 30 pages. Ouais. Comme dans les aventuriers de l'Arche perdue, je vais arriver à le dire. Vous vous souvenez de la révolution qu'avait fait ce film? C'est que le film commençait et après il y avait le générique. Et là c'est pareil, on entre dans l'histoire et après il y a votre édito. En fait, ça permet d'avoir une relation presque charnelle à une histoire. Ouais. Parce qu'on rentre dans le texte, mais on rentre aussi dans le dessin. On vous emmène quelque part. Et là, on vous amène vraiment dans la tête de ce pilote. C'est signé Marion Touboul. Qu'est-ce que raconte ce récit? Alors pour nous, c'est un récit qui est important, parce que c'est un récit qui justement est très 21. D'abord parce que l'auteur, Marion Touboul, c'est une histoire qu'elle porte elle-même. Et on raconte jamais mieux une histoire que quand c'est une histoire qui vous anime. Marion Touboul, en fait, elle était fascinée par les drones, plutôt par les drones civils. Elle avait envie, en fait, de piloter des drones. Elle s'est formée pour être télépilote. Ouais. Et ensuite, en s'intéressant à ça, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est être pilote de drone de guerre? Comment, en fait, le pilote de combat, qui avant avait un face-à-face, en fait, avec la guerre, qui était sur le terrain, tue depuis un cockpit avec un joystick. Et donc elle est partie aux États-Unis, dans la base du Nevada, où les pilotes américains tuent au Pakistan, en Afghanistan. Et il se trouve que quand elle était là-bas, il y avait les Français qui se formaient pour devenir eux-mêmes pilotes de drone. Et donc elle confronte en fait le point de vue du pilote français
et du pilote américain. On est dans leur tête, vraiment, on est dans leur pensée. Qu'est-ce que c'est cette guerre ? Comment je tue à distance ? Et on est dans une histoire qui est très 21. Et qui est dans l'actu, puisqu'on l'a vu, le général iranien qui a été tué en Irak il y a quelques jours par les Américains a été tué par un drone et pas par un pilote dans un avion. Et la France va se mettre, c'est une annonce, aux drones tueurs. On n'avait que des drones d'observation, si je ne me trompe pas, et maintenant il y aura des drones tueurs. Dans l'édito, vous écrivez ceci: en embarquant pour la base de Creech, dans le Nevada, dans la tête de militaires français qui apprennent à piloter nos premiers drones armés, nous ouvrons un débat. Le Sénat l'avait recommandé en 2017, il n'a jamais eu lieu. À partir de cette année, l'armée tuera à distance. Elle effacera des vies depuis des box métalliques sans que les Français aient été consultés. Et vous ajoutez, un ami de papier ne vous dit pas quoi penser. Bah si, là vous venez de nous dire quoi penser. Vous venez de nous dire que c'est pas bien. Non, après, c'est à vous, au contraire, de vous faire... Quand on lit votre édito, non, on se dit c'est vraiment pas bien. Qu'à distance, on efface des vies dans des box métalliques, non, c'est pas très glorieux. Vous pouvez penser que c'est bien. L'armée pense que le drone est une arme technologique qui permet de protéger en fait ses soldats, qui permet de tuer dans des conditions qui sont plus sécuritaires, qui permet de tuer moins cher aussi. Ouais. Donc à vous, et justement dans ce dossier, ce qui est assez intéressant, c'est que donc on a ce côté intime, on vous raconte aussi avec des infographies en fait comment fonctionne un drone, et ensuite vous avez des témoignages de philosophes. Ouais. Qui vous expliquent ce que c'est cette théorie du drone, ce que c'est cette guerre soi-disant propre. Mais à vous de vous faire votre propre point de vue. L'auteur elle-même raconte qu'elle s'est passionnée pour les drones. Et alors, si on m'avait dit un jour que 21 allait en parler, je me serais dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas le même journal. Mais si, 21 parle de Kim Kardashian, juste après ça. C'est Léna Mauger qui est notre invitée. Elle est l'une des rédactrices en chef de la revue 21, qui fait sa mue avec une nouvelle formule distribuée dans vos librairies à partir de demain, Philippe. Très facile de reconnaître visuellement la revue 21 dans une librairie. D'abord, 21, c'est écrit en chiffres romains. Et puis, c'est un format dit à l'italienne, c'est-à-dire que la couverture est horizontale. Évidemment, une fois qu'on ouvre, c'est en vertical. Il y a également un récit de Patricia Tourangeau sur les papis braqueurs qu'ont braqué la star mondiale de la télé-réalité Kim Kardashian. Drôle de choix pour 21, et je dis en préambule tout à l'heure, le people. Ah, on peut se dire, mais qu'est-ce que ce récit people dans 21 ? C'est d'ailleurs ce que j'avais dit, ouais. Et en fait, c'est pas du tout un récit people parce que Kim Kardashian, on s'en fiche. Patricia Tourangeau, qui suit les flics et les voyous depuis 30 ans et qui écrit ce papier avec sa verve, qui est un papier à la Audiard, ne s'intéresse pas non plus à Kim Kardashian. En revanche, les papis braqueurs qui ont entre 60 et 74 ans, qui ne connaissent pas Instagram, qui ne connaissent pas non plus le nom de Kim Kardashian. D'ailleurs, ils disent c'est la femme d'une célébrité. Et ils pensent à Kanye West, qui est le troisième mari de Kim Kardashian. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ses papis qui représentent le banditisme à l'ancienne, qui ne sont pas des grands bandits qui avant ont fait du stup, ont tous fait des allers-retours en prison. Faut le dire. Et c'est des pieds nickelés. Et alors, elle l'écrit avec l'argot des pieds nickelés, l'argot des années 60. On est dans les tontons flingueurs, Patricia Tourangeau. Le pneu arrière crève et il tombe, il remonte et pédale, mais le sac accroché au guidon dégringole et les bijoux s'échappent. Il chute à nouveau et perd la joncaille sur le trottoir. La joncaille, il faut la sortir. Des vélos qu'ils avaient achetés sur le Bon Coin. Oui, non, mais là, je suis en train de parler de Patricia Tourangeau. Voilà. Mais c'est ça qui m'amuse et c'est ça qu'on trouve dans 21. Alors, je me suis dit, quand même, il y a un encadré pour vos lecteurs Bac+8. J'aime beaucoup ce petit encadré. Le papier est illustré par des dessins, mais il y a une photo. Et il y a un encadré, c'est qui Kim Kardashian ? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qui c'est parmi vos lecteurs. Ah, mais parmi nos lecteurs, mais parmi ma famille, nos amis, je pense que plein de gens non seulement ne savent pas Kim Kardashian, mais en plus s'en fichent complètement. Vous donnez ce très très bon résumé sur Instagram, c'est la reine des selfies et des maillots trop petits. Oui, demain, un de vos concurrents parle du monde de demain. Vous faites un peu l'impasse sur les sujets comme l'intelligence artificielle, les robots, la nourriture du futur, l'écologie. C'est tombé sur ce numéro ou est-ce que c'est pas des sujets qui vous intéressent ? Quoique dans les drones, il y a beaucoup de technologie. Alors, non seulement c'est des sujets qui nous intéressent, mais en plus on traite effectivement les drones. Quand on vous raconte comment fonctionne un drone, on est dans la nouvelle technologie, on est dans la guerre de demain, on est dans l'intelligence artificielle, et on a aussi une nouvelle rubrique dans ce nouveau 21 qui est une rubrique sur la crise climatique avec au jour le jour le face-à-face entre les hommes et le climat, entre les hommes et la planète pour montrer notre inaction face à la crise climatique. On va entrer dans la cuisine. Comment fonctionne la rédaction pour sortir 210 pages chaque trimestre ? Vous êtes combien ?
Alors les revues, c'est toujours un fonctionnement très artisanal, c'est beaucoup de passion et d'huile de coude. Donc on a 21, on a aussi la petite sœur de 21 qui est 6 mois, qui est une revue qui raconte des histoires en photo. Et pour ces 2 revues, on est 2 rédactrices en chef, on a choisi d'être toutes les 2 rédactrices en chef des 2 revues. D'accord. On a une journaliste en interne, une directrice photo et ensuite beaucoup de contributeurs extérieurs. Donc en fait, à plein temps, journalistes, nous sommes 4 pour faire tourner ces 2 revues-là. Mais c'est vous qui trouvez les sujets. Prenons par exemple le cas de Patricia Tourangeau qui écrit sur le braquage de Kim Kardashian. C'est elle qui vous amène ça? C'est vous qui dites tiens, on a une idée pour toi? Comment ça se passe? En fait, c'est un peu les deux. Déjà, on a beaucoup de propositions de sujets. Patricia, c'est elle qui a proposé le sujet. Mais après, nous, on commande aussi beaucoup. On voit parfois une petite dépêche quelque part. On se dit, nous, on a été reporter pendant 10-12 ans. Donc en fait, ça fait 1 an et demi qu'on est rédactrice en chef, donc il y a aussi plein d'histoires qu'on rêverait de faire et qu'aujourd'hui on commande à des journalistes. Il y a du temps long. Combien de temps? Moi, je viens d'Actuel, qui était la presse écrite, où parfois Bizot nous laissait 2 semaines, 3 semaines pour enquêter. Est-ce qu'on peut trouver ça dans 21? En combien de temps vous faites des sujets ou vos reporters sur le terrain? On peut partir 3 semaines sur le terrain. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et cette importance du temps long, c'est vraiment ce qui fait l'identité et la force des revues. 3 semaines sur le terrain. Je vais expliquer aux gens ce que ça veut dire. Il y a le temps d'écriture, mais ça veut dire déjà 20 nuits d'hôtel. Combien ça coûte? Comment vous arrivez à être rentable? D'ailleurs, arrivez-vous à être rentable? Alors on est rentable. La revue a 12 ans et ça fait 12 ans qu'elle fonctionne très bien. Après, nous, on vit uniquement de nos lecteurs. Vous l'avez dit, on n'a pas de publicité. Donc les journalistes, ils vont pas au Radisson. Ils savent aussi qu'on est des revues et ils font attention à leurs frais. Après, quand vous partez 3 semaines en reportage, c'est tout à fait possible. Mais on a vraiment ce soin. Non, je veux dire ça, je veux dire le sens de ma question, c'est que les grands hebdos, l'Express, Le Point, le Nouvel Obs et d'autres, je sais pas lequel j'oublie, Marianne, peuvent plus envoyer des journalistes 3 semaines. Ils les envoient 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. C'est déjà un long reportage pour de la après, presse. C'est des choix en fait. Bien sûr. Nous, on a 10 grandes histoires. Dans un magazine, vous avez beaucoup plus de sujets. Pour ces 10 grandes histoires, vous pouvez vous permettre d'envoyer les gens sur le terrain. Combien de lecteurs? Combien d'exemplaires vendus? Est-ce qu'il y a des abonnements? Est-ce que vous voulez les vrais ou les faux chiffres? Parce que dans les revues, on a souvent tendance à donner les chiffres des lecteurs. Parce qu'on donne toujours les vrais et les faux. J'adore cette distinction et je vous suis sur ce terrain. Allez-y. Donc les vrais chiffres de vente aujourd'hui, c'est 22 000. Ouais. On a 8 000 abonnés. Voilà, c'est stable. En 22 000, fait, si on compare ça à un livre, puisque vous êtes vendu en librairie, c'est tout à fait honorable. Oui, à partir de 10 000, un éditeur est très content. C'est comme si on avait un best-seller tous les 3 mois. Ouais, exactement, 2 best-sellers. Vous savez déjà sur quoi vous travaillez pour le prochain? Vous le savez, j'imagine que vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Je peux vous dire un des sujets sur lequel c'est sur le business des passeports. À sa naissance, 21 était adossé à la maison d'édition Les Arènes. Vous avez failli mourir en 2018 quand le groupe créé par Laurent Beccaria et Patrick Saint-Exupéry avait lancé l'Hebdo. Hebdo, c'est un hebdomadaire sans H qui a tenu, je crois, 6, 7 ou 8 semaines. Vous avez été racheté par la revue dessinée, associé elle-même à l'éditeur Le Seuil, qui a 34% des parts. Qu'est-ce que ça change pour vous, si tant est que ça change quelque chose? Alors nous, dans notre quotidien, ça change pas grand-chose. Ça a été difficile parce que je vous cache pas que quand une revue est mise en péril, c'est toujours compliqué. Après, avant, on était un écosystème de maisons d'édition. Aujourd'hui, on a un écosystème de revues indépendantes avec une maison d'édition comme actionnaire. Donc au quotidien, dans la production de nos histoires, ça change pas grand-chose. Et sont-ils intervenants? Je sais pas d'ailleurs si les précédents étaient interventionnistes sur votre contenu. On a vraiment la liberté. Là, ce 21, on l'a vraiment repensé, réinventé avec le directeur artistique, qui est en plus le directeur artistique depuis les débuts de la revue. C'est rare qu'un journal soit dirigé par 2 femmes. Est-ce que ça change quelque chose ou strictement rien du tout? Alors je sais pas si on me poserait cette question à un homme, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a forcément... Si tous les journaux étaient dirigés par des femmes depuis un siècle et qu'il y a 2 mecs qui arrivent, quand un type arrive et qu'il est sage-femme, on lui dit qu'est-ce que ça fait d'être sage-femme dans un hôpital où toutes vos collègues sont des femmes? Donc là, c'est cette question-là que je pose. Ce qui est sûr, c'est qu'on a forcément un regard qui est le nôtre de femmes blanches de 30 ans sur la société et le monde dans lequel on vit. Et ça change quoi dans les pages? En quelle manière ça se ressent? J'en ai aucune idée, mais sûrement que le lecteur peut-être le verront, mais je peux pas vous dire. Et si le lecteur le voit pas, c'est encore mieux. Ça me fait penser à la très belle phrase de Simone Veil que je citerai pas ici, que tout le monde a dans les mémoires. Le
numéro sort demain. Il s'appelle 21. La couve, c'est dans la tête d'un pilote de drone. Il a les cheveux très très longs. C'est pas des cheveux, ce sont les flammes qu'il génère après avoir tiré sur ses victimes. Merci beaucoup, Lina Mogé. Vous êtes avec Marion Quillard, l'une des 2 rédactrices en chef de la revue 21. Demain en librairie, 16 €.